allons parler du Botox. Tout au long de notre épisode, notre fil rouge sera le Botox soigné en paralysant. Lors de cet épisode, nous nous appuierons sur le témoignage de deux professionnels dans le domaine. Le docteur Ackerman qui tient son cabinet à Hermont et le docteur Ozil qui tient son cabinet dans le 8e arrondissement de Paris. Ces médecins travaillent principalement dans l'esthétique, c'est pour cela que nous ne pourrons pas diffuser toute l'interview car cela ne traite pas notre sujet. Le Botox est aujourd'hui plus connu dans le domaine de la chirurgie esthétique avec pour but d'atténuer les rides. Mais c'est avant tout un médicament. Parlons un peu de cette histoire. Son histoire commence en 1895. Tout a débuté avec l'identification de la bactérie responsable du botulisme. Elle est provoquée par une intoxication alimentaire, rare en France, moins de 10 morts par botulisme chaque année. Le docteur va nous préciser quelle intoxication alimentaire en particulier. Et qui a fait une infection alimentaire, mais bien plus qu'une infection alimentaire, les gens se retrouvaient avec des paralysies de muscles, des paralysies des yeux. Vous savez qu'on a un muscle respiratoire qui s'appelle le diaphragme, et bien ce diaphragme était paralysé, ils n'arrivaient plus à respirer, certains sont morts. La toxine botulique est nommée bacillbotulique en 1895. L'histoire de cette toxine ne s'arrête pas là. Vers les années 1930, cette bactérie est classée dans un genre, le Clostridium. C'est pour cela que l'on la nomme le Clostridium botulinum. Durant la Seconde Guerre mondiale, une recherche est effectuée par les Américains pour utiliser cette toxine botulique dans le domaine de l'artillerie. Cette recherche est guidée par un chercheur qui se nomme le Dr Chance. Il a été le premier à purifier cette toxine, en sachant que pour arriver au Botox, la toxine a été purifiée 27 fois en cosmétique ou thérapeutique. Ça fait beaucoup quand même. Cette toxine fut appelée la toxine Chance. Mais le docteur Chance n'est pas le seul à s'intéresser à cette toxine. En 1950, le scientifique Bronx démontre plusieurs faits suite aux propriétés de cette toxine. Il démontre que la toxine provoque un relâchement de la libération d'une substance chimique dans le lieu où elle est injectée, c'est-à-dire dans le muscle, dans le cas de cette expérience. Alan Scott est un ophtalmologiste de San Francisco. En 1970, il a l'idée d'utiliser la toxine botulique dans le cadre médical, dans le cas du strabisme de l'enfant. Comme l'a démontré le Dr Chance, elle provoque un relâchement des muscles situés autour de l'œil. Les autorisations sur la mise sur le marché de cette toxine sont autorisées à partir de 1970. Cela a permis d'utiliser la toxine botulique pour traiter différentes maladies, comme le strabisme, le blesphorasme, tic et crispation du visage et les torticolis. La toxine botulique est devenue un médicament à part entière. Après la découverte de l'utilisation de la toxine botulique en tant que médicament vers la fin des années 1980, le docteur Justinus Kerner de Wittenberg découvre qu'elle peut être aussi dans un cadre esthétique. Plus précisément, cette toxine peut atténuer les rides. Il accentue ses recherches et celles-ci donneront lieu à la publication de ses travaux sur l'action de la toxine sur les rides. En France, les autorisations de mise sur le marché n'arrivent que tardivement. C'est qu'en 1990 qu'elles apparaissent que pour certaines pathologies comme la neurologie, l'ophtalmologie, l'ORL ou la rééducation fonctionnelle. Durant ces années, la toxine a été commercialisée sous un nouveau nom qui est le Botox, qui a pour but en esthétique d'atténuer les rides d'expression. Alan Scott, en 1991, a vendu les droits de la toxine botulique à un laboratoire qui se nomme Allergan, pour une très grosse somme de 4,5 millions de dollars, qui correspond à 3,02 millions d'euros. En France, la première année de commercialisation fut fructueuse, avec plus de 32 millions d'exemplaires vendus. Et en Amérique du Nord, 29 millions de traitements pratiqués de la toxine botulique de 2001 jusqu'à 2012. En 2004, le taux de pourcentage est différent selon l'utilisation du Botox. Comme nous avons pu voir, dans le cadre esthétique, le Botox a été découvert plus récemment que dans le cadre médical. Les pourcentages nous le confirment avec 43% de production du Botox dans l'esthétique contre 57% de production dans un cadre médical. En France, la toxine botulique est commercialisée sous plusieurs noms. Le Botox est utilisé à des fins thérapeutiques, tandis que Vistabel, Dysport et Beaucouture sont utilisés dans le domaine esthétique. Nous pouvons alors nous demander pourquoi cette toxine a-t-elle plusieurs noms. Ce qui varie, c'est la quantité de molécules dans chacun des produits. Il y a plus de toxines botuliques dans le domaine esthétique que dans le domaine médical. Aujourd'hui, les injections de cette toxine sont tout à fait habituelles. Il y a donc 4 différents types de Botox, l'Azalure, Vistabel, Dysport et Beaucouture. Ces 4 types de Botox sont différents car ils proviennent de laboratoires divergents. Le laboratoire de Galderma pour l'Azalure, d'Allergan pour Vistabel
d'Ibsen pour le Dysport, puis de Merz pour le beau couture. Le Vistabel et l'azulure sont utilisés dans un domaine esthétique. Le Dysport est quant à lui utilisé dans le domaine médical. Le Vistabel est un myorelaxant, c'est-à-dire que ça réduit la tonicité d'action périphérique et il est composé de principes actifs comme la toxine botulique de type A et d'excipients comme l'albumine humaine et le chlorure de sodium. Mais concrètement, le Botox, c'est quoi? Le Botox provient de la toxine botulique. C'est la plus puissante des neurotoxines. La neurotoxine est une toxine qui agit spécifiquement sur le système nerveux. Elle est issue d'une bactérie anaérobie, c'est-à-dire qui peut se développer sans oxygène, le Clostridium botulinum. Le Clostridium botulinum est un bacille. Bacille, c'est une bactérie allongée en forme de bâtonnet, à Gram positif. Sa formule brute est C6760, H10447, O2010, N1743 et S32. On peut voir qu'elle est composée des atomes chauds, les principaux éléments des organismes vivants. La toxine botulique est donc une substance élaborée à partir d'un micro-organisme. Elle intervient dans la capacité de celui-ci à provoquer une maladie. Sa bactérie est en forme de bâtonnet par opposition aux coques et aux spirochètes. Spirochètes. Les spirochètes sont des bactéries de forme hélicoïdale à Gram négatif. Ces bactéries parasites sont source de nombreuses maladies pour les animaux et pour les hommes. Ces maladies, parfois graves ou mortelles, sont difficiles à diagnostiquer en raison de symptômes variables, variés et spécifiques. Il y a deux types de toxines, celle-ci fait partie des exotoxines. C'est une toxine produite par une bactérie lorsqu'elle est encore vivante. Ce type de toxine est sécrété par Gram positif, c'est-à-dire qu'après la coloration utilisée en bactériologie, la bactérie reste violette. On fait cette coloration pour préjuger l'identité d'un germe, mais aussi pour orienter le choix du traitement antibiotique. Le Clostridium botulinum sécrète des toxines pathogènes du botulisme, qui est une intoxication alimentaire qui est provoquée justement par cette toxine bacille. Ah, j'ai mal au ventre. Elle est responsable d'une intoxication neuromusculaire. Il est capable de produire des spores très résistants, qui sécrètent une toxine très puissante. L'acétycholine. Acétycholine, substance chimique qui fait partie des neurotransmetteurs, c'est-à-dire sécrétée par certains neurones pour transmettre l'influx nerveux aux cellules. Elle intervient dans le contrôle de muscles viscéraux ou de glandes ou des deux selon les organes. Elle est présente dans le système nerveux autonome. Elle contrôle la contraction des muscles striés squelettiques. Elle est également présente dans l'encéphale et dans les noyaux gris centraux, qui fait partie des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, substances chimiques de l'organisme permettant aux cellules nerveuses de transmettre leur message. Ils comprennent de l'acétylcholine, qui permettent aux cellules nerveuses de transmettre leur message. Elle intervient dans le contrôle des muscles viscéraux. Les muscles viscéraux sont des muscles de l'intestin, des viscères et ou des glandes. Elle contrôle la contraction des muscles squelettiques présents dans l'encéphale. Cette neurotoxine est l'une des plus puissantes connues chez l'homme. En effet, sa dose létale moyenne est de 1 microgramme par kilogramme par voie intraveineuse et 3 microgrammes par kilogramme par inhalation. Cela signifie que selon la voie d'introduction dans l'organisme, de 90 à 270 microgrammes de toxine botulique pourrait être suffisant pour tuer un homme de 90 kg. Il existe différents types de toxines botuliques, A, B, C1, D, E, F. Mais seules les toxines A et B sont utilisées en clinique. En esthétique, la toxine botulique utilisée est celle de type A, Vistabel et Dysport. C'est un poison, il s'agit d'une protéine purifiée dérivée d'une bactérie. La toxine botulique de type B est le neurobloc. Ce dernier est utilisé dans des traitements de dystonie cervicale. Ce sont des torticolis spasmodiques. Ah, j'ai mal au cou! Il ne doit pas être utilisé dans d'autres maladies neuromusculaires, comme par exemple la sclérose latérale amyotrophique, ou la maladie de Charcot, qui est une maladie neurodégénérative qui se traduit par un affaiblissement puis une paralysie des muscles des jambes, des bras, des muscles de la parole ou encore de la déglutition. Il y a aussi les muscles respiratoires. Très dangereux, voici quelques symptômes. Difficulté à respirer, étouffement ou encore difficulté à avaler. Nous n'avons pas d'informations sur les autres toxines, C1, D, E et F. Cette neurotoxine est polypeptide car sa combinaison possède plus de 4 acides aminés.
En effet, celle-ci est composée de protéines, de 1300 acides aminés. Elle a 2 chaînes, une chaîne légère et une chaîne lourde, reliée par un pont disulfure, qui est une liaison covalente entre 2 atomes de soufre de la chaîne latérale de résidus de cystéine réduite. La toxine est reliée au récepteur d'un neurone grâce à la chaîne lourde. Et grâce à la chaîne légère, les liaisons peptidiques, liaison qui permet de relier les acides aminés entre eux. Elle est composée des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Sont brisées des protéines qui agissent sur le complexe SNAR, protéines majoritaires transmembranaires, au niveau des jonctions neuromusculaires. Cela empêche alors aux vésicules de... Une vésicule synaptique, ou plus précisément une vésicule présynaptique, est une structure éphémère qui contient des neurotransmetteurs qui seront libérés par exocytose à l'arrivée d'un potentiel d'action fusionné avec la membrane et donc de libérer l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur jouant un rôle important dans le système nerveux central et le système nerveux périphérique, qui est l'activité musculaire. Mais comment ça se fait que cette toute petite toxine peut paralyser tout un muscle? La contraction du muscle a un mécanisme propre à lui-même. Pour que le muscle se contracte, il doit recevoir un message qui va dans la synapse neuromusculaire. Nous allons expliquer le fonctionnement de cette synapse pour, à la fin, avoir comme réponse la contraction d'un muscle. Première étape. Un message nerveux arrive dans la membrane présynaptique. Les vésicules de la synapse présynaptique contiennent des neurotransmetteurs qui sont ici de l'acétylcholine, qui a une action excitatrice sur le muscle. Suite à l'arrivée d'un potentiel d'action qui arrive suite à la dépolarisation, qui est le changement d'intensité des potentiels d'action, les canaux de calcium s'ouvrent, ce qui provoque l'exocytose. Exocytose, processus par lequel une cellule libère, qui provoque aussi la libération du neurotransmetteur qui est ici l'acétylcholine dans la fente synaptique. Troisième étape, l'acétylcholine se fixe sur les récepteurs d'acétylcholine, ce qui provoque l'ouverture des canaux de sodium et redépolarise le muscle. Quatrième étape, le muscle est stimulé, donc il se contracte. Lorsqu'il y a de la toxine botulique, les étapes sont presque similaires. Sauf qu'à la deuxième étape, la toxine botulique qui est injectée se trouve dans la membrane présynaptique. Elle bloque la libération des neurotransmetteurs d'acétylcholine, ce qui signifie qu'elle ne va pas être libérée dans la fente synaptique et ne va pas se fixer sur les récepteurs. Donc le muscle ne va pas être stimulé, donc il va rester relâché. Cet effet va être éphémère, car d'autres neurones vont se régénérer. Ceux-ci seront sans toxine botulique, donc le mécanisme de la contraction du muscle pourra se dérouler normalement. Nous venons de voir l'action de la toxine botulique dans le muscle. Nous allons alors nous demander si le Botox est vraiment un remède. Le muscle détendu peut réapprendre à fonctionner avec son antagoniste, avec des effets neurologiques liés à la toxine. Elle permet en effet d'améliorer la plasticité musculaire neuronale, d'autant plus qu'on y associe rééducation encadrée et auto-rééducation. Précisé par le docteur Jamel Besmen, spécialiste en médecine physique et en réadaptation à Raymond Poincaré à Garches. Cet effet paralysant est utilisé en médecine pour soigner des troubles causés par des contractions involontaires de certains muscles. On appelle cela des spasmes. Par exemple, le strabisme, l'hyperhidrose de l'aisselle, l'incontinence urinaire qui est provoquée par une affection de son système nerveux, mais encore une prévention de la migraine chronique ou encore une vessie hyperactive. On dit que le Botox soigne en paralysant. Le Botox n'est donc pas utilisé seulement en chirurgie esthétique. Il est très utile dans plusieurs domaines, comme en dermatologie avec l'hyperhidrose focale, c'est une transpiration excessive. En gastro-entérologie, il y a l'achalasie. C'est une pathologie dans laquelle les muscles de la paroi œsophagienne et le sphincter situé entre l'œsophage et l'estomac ne se relâchent pas après déglutition, ce qui empêche les aliments de pénétrer dans l'estomac. Il y a aussi les fissures anales. En ophtalmologie, il y a un problème visuel qui s'appelle le strabisme, dans lequel les yeux ne sont pas alignés correctement. Il y a aussi le blépharospasme, qui est une fermeture répétée de la paupière. Dans les autres catégories, il y a aussi la dystonie cervicale, qui sont des torticolis spasmodiques, ainsi que l'hyperactivité de la vessie. Et il y a la spasticité focale, qui est une raideur persistante des muscles et des spasmes de contracture. Lorsque nous injectons de la toxine botulique, nous n'injectons pas la même dose pour toutes les personnes.
Cela dépend du poids, de son état de santé, mais aussi de sa prise d'autres médicaments. La toxine botulique est déconseillée à différents individus. Par exemple, le Vistabel a de nombreuses contre-indications. Il est interdit à ceux qui font une allergie aux composants, qui ont des rougeurs, qui ont des maux de tête, qui ont des infections au lieu d'injection, qui ont le syndrome de Lambert-Eaton ou encore un dysfonctionnement neuromusculaire. Également à des personnes qui prennent déjà des médicaments comme les lincomycines, les aminosides ou alors des relaxants musculaires, mais aussi à des personnes ayant des problèmes cardiaques ou lors de grossesse ou d'un allaitement. On ne peut pas savoir si on est allergique à cette toxine, il n'y a pas de test qui existe cutané ou de procédure pour cela. Les effets secondaires de cette toxine sont rares, ils n'ont pas systématiquement lieu après des injections. Demandons au docteur Ozil quels sont les effets secondaires après une injection. Effets secondaires, oui. Les premiers effets secondaires, ça va être surtout d'avoir des petits bleus au niveau des zones d'injection. Au niveau du front, si on injecte un petit peu trop près du sourcil et que le produit, par exemple, si la personne masse un petit peu ou que le produit diffuse un peu trop, on peut avoir des muscles qui permettent d'ouvrir les yeux qui vont moins bien fonctionner avec un ptosis. C'est-à-dire en gros les paupières un petit peu fermées, les yeux un peu difficiles à ouvrir. Donc ça, c'est un problème. On peut avoir une diffusion du produit qui va aller un petit peu plus loin que là où on voudrait qu'il soit utile. Même si le docteur Ozil nous parle de ces effets dans le cadre esthétique, ils peuvent aussi apparaître dans le cadre médical. Et comme le docteur vient de le dire, il y a aussi des ecchymoses, c'est le terme scientifique pour dire des bleus. Aussi des maux de tête, 10% des cas, des douleurs, des faiblesses musculaires, des gonflements, mais aussi des symptômes de grippe. Les effets secondaires liés à cette toxine sont pour la plupart réversibles. Les effets secondaires se résorbent sous 3 semaines, environ le temps que l'organisme élimine peu à peu la toxine. Ils sont aussi limités. Ils sont le plus souvent liés à une forte dose d'injection ou alors à une injection au mauvais endroit. Demandons à Monsieur Ackerman si les injections de Botox sont un remède miracle et qui marche à tous les coups. Les gens qui sont réfractaires sont très rares. On dit que certains ont des anticorps anti-Botox, mais quand on les dose, on ne les trouve pas. Donc en fait, on a 1 ou 2% des personnes qui sont réfractaires. Ça ne marche pas et finalement on ne sait pas pourquoi, malgré des études scientifiques bien conduites. Comme l'a dit Monsieur Ackerman, certains individus peuvent produire des anticorps contre cette toxine. Madame Ozil va nous expliquer une de ces raisons. Très régulièrement, pendant des années du Botox, qui vont fabriquer des anticorps anti-toxine botulique et qui du coup vont accélérer un petit peu la digestion du produit, chez qui du coup le produit va être efficace de moins en moins longtemps. Pour éviter cela, il faut qu'il y ait un espace de 2 à 3 mois lors des injections. Bon alors, petit récapitulatif pour voir si vous avez bien tout compris et tout écouté. Pour conclure, nous devons enlever de notre tête le cliché du Botox égale intervention esthétique. Cette toxine est très ancienne, elle date de 1895. Parmi les 7 types de toxines, il y en a 2 utilisées, celles de type A et de type B. C'est avant tout un médicament qui paralyse et empêche le relâchement des muscles en bloquant la libération de neurotransmetteurs dans la synapse. Ce moyen empêche la contraction d'un muscle et le développement d'une maladie. On peut voir que soigner en paralysant est très paradoxal, mais on a la preuve avec le Botox que c'est possible et que pour soigner, il faut justement paralyser un muscle. Malgré tout, il y a quand même des effets secondaires réversibles et limités. Nous espérons que cet épisode et le thème abordé vous a plu. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure avec un sujet des moins des plus étonnants. Le sujet reste top secret, mais nous vous laissons quelques indices pour le découvrir. Au revoir. Et comme dirait M. Ackerman, D'un des poisons les plus dangereux de notre siècle, on est en train d'en faire un traitement des plus miraculeux. mais comment? Attends, parce que là, du coup, ça m'a fait rire. Ok, 1. Putain, on est voleuse. C'est bon. Attends. Nous n'avons pas d'informations sur les autres toxines. C1,
D, E, F. C'est un poison. Attends avec ses billets. Ok. Allez-y, je vous laisse commencer. Le meilleur pour la fin. C'est pas grave. Attends, c'est bon. Donc je suis Dr Nebo. Je suis... En mode concentration. Je suis Dr Nebo. Je suis dermatologue. Attends, c'est bon. Mais non, mais attends, on recommence, il est vrai. Moi, vous l'envoyez comme Ok. Et comme le docteur vient de dire, il y a des échymoses. C'est le terme scientifique pour dire des bleus. Que pour nous c'est tant pis, c'est tant pis. Attends. C'est comme Lise. je viens d'appeler. Je voudrais... Nous pouvons alors nous demander pourquoi cette toxine possède... Je crois que j'ai oublié mon texte. T'inquiète. 1, 2, 3. Il ne doit pas être utilisé. Non, j'ai oublié. Pour éviter cela, il faut qu'il y ait un espace de 2 à 3 mois. Mais Vas-y, c'est pas pareil ou quoi? Pour éviter cela, il faut qu'il y ait un espace de 2 à 3 mois. Mais c'est pas possible, j'y arrive. Pour éviter cela, il faut qu'il y ait un espace de 2 à 3 mois. C'est pas possible, j'y arrive pas. En France, Elle est issue d'une bactérie anaérobie, c'est-à-dire... Oh Les effets secondaires liés à cette toxine sont pour la plupart... Cette recherche. levez-vous de partir. Attends, j'ai jeté mon chewing-gum. Un gramme de toxine botulique pourrait permettre de tuer un homme de 90 kg. De 4,5 millions de dollars, ce qui correspond à 0, Non, j'ai ici l'ophtalmologie, l'ORL. I'm coming back. Ok, c'est parti. Sortez de mon kiki. Ah, c'est moi qui parle. Bon, alors vas-y, il y a la caméra là.